dans cette fondation de 1000 façons à faire en sorte que le monde soit meilleur pour les générations futures. Nous sommes très nombreux dans le monde à faire ça et nous aidons à la fois socialement, écologiquement et éducativement. Et si on veut faire en sorte que le monde soit plus positif, il faut que l'art soit aussi une façon de percevoir l'importance de travailler dans l'intérêt des générations futures. Parce que l'art est une façon de toucher, de changer le comportement beaucoup plus direct et puissant que beaucoup d'autres. Et dans les arts, un des plus importants, les plus puissants pour toucher en particulier la jeunesse, c'est le cinéma. Puissant pour toucher en particulier la jeunesse, puissant pour toucher en particulier la jeunesse, c'est le cinéma. Donc faire en sorte que le cinéma soit une arme. Des quatre coins du globe, ils convergent vers Rome depuis plusieurs jours. Ces dirigeants catholiques, encore sous le choc de la mort soudaine d'un pape progressiste et bien-aimé, d'un pape progressiste et bien-aimé. C'est une méthode d'étude des origines de notre univers. S'efforcer d'isoler ce que certains n'hésitent pas à appeler la particule de Dieu. Mais il y a des applications dans la recherche énergétique. De Dieu. Peu importe le nom qu'on lui donne. C'est ce qui confère sa masse à toute matière, la chose sans laquelle nous ne pourrions exister. Ce dont vous nous parlez, c'est de l'instant I de la création. Oui, d'une certaine façon. C'est futé comme plan. Je vous préviens, j'ai pas tout pigé. Les Illuminati n'ont fait appel à la violence que dans les années 1600. Leur nom signifie « éclairé ». C'étaient des physiciens, des mathématiciens, des astronomes. Ils voulaient dire leur inquiétude face aux enseignements erronés de l'Église. Ils voulaient dire leur inquiétude face aux enseignements erronés de l'Église. Face aux enseignements erronés de l'Église et faire triompher la vérité scientifique. Croyez-vous en Dieu, monsieur? Je suis universitaire.
Avant de commencer, je tiens à préciser que tout ce qui va être présenté aujourd'hui est totalement factuel. Par conséquent, toute censure sera parfaitement illégitime. Pourquoi vous parlez du Bnei Brit et pas d'une autre secte? Parce que cette secte est méconnue et elle est pourtant très influente. Faites l'essai par vous-même, demandez au hasard dans la rue une centaine de personnes et vous verrez le résultat. Quasiment aucune ne connaît cet ordre judo-maçonnique très discret et élitiste. Alors discret parce que ses membres ne doivent jamais se présenter comme Bnei Brit, ils doivent masquer leur appartenance, et là on est dans le secret qui est propre à la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, dans le bulletin du Bnei Brit de décembre 1966, on pouvait lire ceci. Il ne faut jamais paraître en tant que Bnei Brit, agir avec discrétion. Alors la discrétion, vous me direz, c'est pas le point fort du tout d'un certain Bernard-Henri Lévy, qui serait affilié d'ailleurs au Bnei Brit. Sauf que vous remarquerez que ce dernier ne s'est jamais affiché en tant que membre du Bnei Brit. Le Bnei Brit signifie fils de l'alliance en hébreu. Son symbole, c'est la menorah, le chandelier à 7 branches, que vous retrouvez d'ailleurs sur le site internet du Bnei Brit. Il a été fondé le 13 octobre 1843 à New York, au café Sinsheimer, donc à New York aux États-Unis, par 12 francs-maçons juifs d'origine ashkénaze. Et parmi eux, il y avait un certain Henry Jones, de son vrai nom Henrik Jonas, qui fut le premier président du Bnei Brit International. Aujourd'hui, l'actuel président du Bnei Brit International est un certain Charles Kaufman. Le Bnei Brit est la plus ancienne organisation juive en activité dans le monde. Cette organisation est liée dès le départ au projet politique sioniste de Theodor Herzl. Et d'ailleurs, les tout premiers congrès sionistes qui ont été convoqués dès 1897 sous la présidence de Theodor Herzl ont été réunis par le Bnei Brit. C'est à croire que Theodor Herzl était affilié au Bnei Brit à cette époque. Les Bnei Brit seraient environ 600 000 dans le monde, dont près de la moitié rien qu'aux États-Unis d'Amérique. Alors d'abord, ils se sont installés aux États-Unis, donc on l'a vu dès 1843 à New York. Donc le lobby judo-maçonnique s'est implanté aux États-Unis et particulièrement en Amérique du Nord, puisque un peu plus tard, il y eut le Canada à partir de 1875. Plus tard, il est venu en Europe, en Allemagne, dès 1882, en Angleterre, dès 1910. Le Bnei Brit a commencé à s'installer en Chine à partir de 1928, où des communautés juives, donc séfarades et ashkénazes, se sont réunies à Shanghai. Et il est arrivé en France un peu plus tard, dès 1932. D'après Epiphanus, dans son excellent livre « Maçonnerie et sectes secrètes », le côté caché de l'histoire, que j'ai avec moi, d'après Epiphanus, pas mal de personnalités importantes en France appartiennent au Bnei Brit. Bernard-Henri Lévy, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Attali, Robert Badinter, Simone Weil, en gros, les juifs francs-maçons influents qui dirigent la France ou qui l'ont dirigée depuis maintenant plusieurs décennies. Et il y a un nom qui n'est pas cité, mais qui est quand même important et qui est moins connu que ceux que je viens de citer, mais que j'aimerais quand même relever, c'est un certain Jean-Pierre Bloch, qui fut président de la LICRA, président de la Loge France au sein du Bnei Brit, et aussi qui était affilié, qui a appartenu au Grand Orient de France. Et donc on voit là que ces gens ont un peu un pied dans un lobby, un pied dans un autre, donc ils sont multicartes. Donc voilà, le Grand Orient de France est une franc-maçonnerie qui est officiellement athée, le Bnei Brit, une judo-maçonnerie, donc il faut être juif, on va le voir, et puis la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, qui est officiellement un lobby qui prétend lutter contre le racisme. À l'échelle mondiale, on retrouve des personnalités très importantes qui ont appartenu au Bnei Brit, les Rothschild, Paul Warburg, Jacob Schiff, Arthur Balfour, Alfred Milner, donc les principaux protagonistes de la déclaration Balfour, tous du Bnei Brit,
La haute finance aussi, Max Brettung, Henry Morgenthau, l'avocat sioniste Louis Brandeis, qui fut le conseiller économique à la Maison-Blanche de Woodrow Wilson il y a maintenant un siècle, au moment de la Première Guerre mondiale, le fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud aussi, à la tête de l'État d'Israël, l'État hébreu, alors là aussi vous retrouvez des membres du Bnei Brit, notamment Chaim Weizmann, il y a aussi Edgar Bronfman, ou encore Henry Kissinger, qui fut le conseiller à la Maison-Blanche pendant plusieurs décennies, qui a fait vraiment la politique étrangère des États-Unis d'Amérique au XXe siècle. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment du lourd qui a appartenu au Bnei Brit. Il s'agit d'une maçonnerie qui est exclusivement juive et élitiste. Il n'est pas simple d'y entrer. Un citoyen français qui a seulement des origines juives n'y entrera pas. Il n'y a pas de place au Bnei Brit pour les demi-juifs. Pour, par exemple, quelqu'un qui a seulement des origines juives, qui est marié à une catholique, voilà, les deux sont même pas pratiquants, qui fait pas partie de la communauté organisée, qui n'a pas un statut social élevé, voilà, il ne sera pas coopté au Bnei Brit. Il faut être juif, par sa mère, si possible, faire partie de la communauté organisée et avoir un statut social élevé pour être coopté au sein du Bnei Brit. La Menorah est le mensuel du Bnei Brit dans le district d'Orient. Et en juin 1924, on lisait ceci dans la Menorah. Le Bnei Brit accepte dans ses rangs tout juif pouvant contribuer par ses capacités intellectuelles, par son concours financier, par son ascendant moral, à relever le prestige d'Israël. En gros, il faut être une personne haut placée et être israélite pour faire partie du Bnei Brit. Cette judo-maçonnerie a clairement autorité sur le plan politique, sur les hommes politiques de la République française. Ils font pression, ils testent même certains. On l'a vu avec Nicolas Sarkozy, qui est passé par le Bnei Brit avant d'être élu à la présidence de la République en 2007. On l'a vu aussi plus récemment avec Anne Hidalgo. Anne Hidalgo qui s'est rendue au Bnei Brit le 6 février 2014 pour devenir ensuite maire de Paris en avril 2014, soit 2 mois après. Et là, il doit certainement y avoir une relation de cause à effet. Le Bnei Brit, de concert avec le CRIF, donc les deux, Bnei Brit plus CRIF, ont ordonné à la droite républicaine de ne pas passer d'alliance avec le Front National. L'ostracisation du Front National de la vie politique, sa mise à l'écart, vient du Bnei Brit. Et cela a fait forcément les affaires du Parti Socialiste de François Mitterrand, je le rappelle, pendant 2 septennats, de 1981 à 1995. François Mitterrand, dont le principal conseiller économique à l'Élysée était un certain Jacques Attali, Attali qui est lui-même affilié au Bnei Brit. Et là, on voit comment ces gens-là font pour faire prendre des décisions à des partis qui sont officiellement au pouvoir pour avoir, en fait, indirectement et officieusement le pouvoir. La loi Fabius-Guessot est apparue sous le gouvernement de Michel Rocard, donc un gouvernement socialiste, et cette loi fut réclamée par écrit par le Bnei Brit en septembre 1987, avant d'être adoptée le 30 juin 1990. Et là, c'est quand même assez paradoxal et même contradictoire, puisque les Bnei Brit font l'éloge de la liberté d'expression, c'est sur leur site officiel, par la voix de leur président Philippe Meyer, et dans le même temps, ils sont à l'origine de cette loi Fabius-Guessot qui restreint considérablement notre liberté d'expression, et d'ailleurs, loi Fabius-Guessot, Fabius qui serait lui-même affilié au Bnei Brit. Donc cette loi Fabius-Guessot réprime tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, tout propos jugé, en tout cas, raciste, antisémite ou xénophobe, toute contestation de crimes contre l'humanité.
et en l'occurrence à propos de la Seconde Guerre mondiale, puisque ces crimes contre l'humanité ont été définis par le tribunal de Nuremberg. Donc ce procès international qui a eu lieu à Nuremberg, qui a été fait par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale pour les vaincus, fait autorité sur le plan législatif. Ça, c'est vraiment à prendre en considération. Donc, cela vaut si vous contestez la Shoah, le Fabius Guesso. Car si vous contestez le génocide vendéen ou même, par exemple, le génocide des Arméniens, est-ce qu'une association quelconque, loi 1901, viendra vous attaquer en justice via la loi Guesso? Certainement pas. Par contre, la Shoah, oui. Voilà. Alors sur le plan idéologique, on retrouve les mêmes préceptes maçonniques, donc la franc-maçonnerie régulière, hein, la défense et l'éloge même des droits de l'homme, l'humanisme, tout comme les francs-maçons du rite écossais, les B'nai B'rith doivent éclairer l'humanité, hein, ils doivent apporter la lumière à l'humanité. Ils font aussi l'éloge de la démocratie, qui, je le rappelle, est le paravent d'une certaine dictature, hein, comme l'écrivait très bien Louis-Ferdinand Céline. Donc voilà, hein, démocratie, droits de l'homme, humanisme. Les buts du B'nai B'rith sont ceux en fait de tout lobby judo-sioniste, c'est-à-dire la lutte contre l'antisémitisme, on connaît la chanson, la défense des intérêts juifs, la défense des intérêts d'Israël, surtout préserver l'identité juive. En cela, les B'nai B'rith, tout comme les rabbins, sont vivement opposés aux unions mixtes. Et c'est pas compliqué. Pour nous, le métissage, l'ouverture, l'immigration non contrôlée, le mélange, le multiculturalisme, hein, donc la France multiculturelle, la France Black Number, voilà. Et pour eux, l'anti-mixité, l'anti-assimilation, l'identité 100% juive. Voilà, hein, rester vraiment entre juifs dans le même ghetto juif. Voilà. Et alors à ce propos, il y a une déclaration très significative de l'ex-première ministre d'Israël dans les années 70, Golda Meir, qui avait déclaré ceci: la mixité, c'est pire que l'Holocauste. Et oui, puisque pour eux, en fait, la mixité, cela équivaut à la dissolution de leur identité et en fait la disparition en fait de la communauté organisée. Une brochure du B'nai B'rith européen demande aux Juifs de se comporter comme un peuple de prêtres, donc comme des militants du judaïsme politique, du judaïsme international, hein, donc en fait comme des agents du Mossad, hein, qui doivent être au service du Grand Israël. Pour le rabbin Harry Epstein, le B'nai B'rith est le centre de toutes les affaires juives. Et donc là, on comprend mieux cette déclaration quand on voit hein, les Rothschild, Warburg, etc., qui ont donc appartenu au B'nai B'rith, ou qui appartiennent pour certains encore. Cette franc-maçonnerie du B'nai B'rith est élitiste, elle est supérieure à la franc-maçonnerie régulière, donc hein, du 33 degrés du rite écossais, et donc du Grand Orient, qui a pourtant autorité sur les autres obédiences. Et vous retrouvez le détail, d'ailleurs, de ces principales obédiences dans mon avant-dernier livre, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture. Le B'nai B'rith est encore donc au-dessus hein, de la franc-maçonnerie classique. Et il y eut d'ailleurs en 1874 un accord signé entre Armand Lévy du B'nai B'rith et Albert Pike qui, à cette époque-là, hein, à la fin du 19e siècle, dirigeait les loges paladistes, c'est-à-dire des loges supérieures aux 33 degrés du rite écossais. Il est dirigé depuis New York, il avait vraiment un pouvoir d'influence important. Albert Pike, hein, qui est vraiment un maître quand on étudie la franc-maçonnerie. Et donc il y a eu une sorte de fusion à cette époque-là avec le B'nai B'rith que l'on peut considérer comme une haute maçonnerie déjà depuis donc la fin du 19e siècle. L'ADL maintenant est un organe important du B'nai B'rith, hein, c'est l'Anti-Defamation League, alors que l'EPAC est lui le bras armé financier du B'nai B'rith, qui finance notamment les campagnes électorales des candidats à la présidence américaine.
candidats à la présidence américaine qui sont généralement des francs-maçons du 33e degré, donc du rite écossais, et qui sont financés, c'est officiel, hein, les lobbies aux États-Unis sont officiels, qui sont financés par donc le lobby judo-sioniste, tout simplement pour faire les intérêts d'Israël en matière de politique étrangère. Donc en gros, il n'y a pas vraiment grand-chose à attendre de ces gens-là, hein, quels qu'ils soient, hein, qu'ils soient officiellement d'étiquette républicain ou démocrate. Revenons en France, où Naibrit et CRIF, c'est la même équipe. D'ailleurs, il ne serait pas vraiment étonnant de retrouver des dirigeants du CRIF au sein du Naibrit. Et inversement, on sait que Emmanuel Macron fut un banquier de chez Rothschild, J.Q. Carman aussi, hein, les deux ont travaillé officiellement pour la banque Rothschild, et il ne serait pas étonnant, par ailleurs, de savoir que Roger Kuckerman était à la fois au CRIF, mais aussi affilié au Naibrit. Tous ces gens-là sont des agents d'Israël, tous sont des agents des Rothschild. Et à ce titre, d'après le regretté Emmanuel Ratier, le Naibrit est le service de renseignement des Rothschild, ce qui paraît assez logique et cohérent. Et d'ailleurs, on pourrait même établir une relation entre les 12 Ashkénazes, donc d'origine allemande, qui sont à l'origine, officiellement, du Naibrit, hein, donc à New York en 1843, et les Ashkénazes, donc khazars, hein, qui sont aussi d'origine allemande, Rothschild, Weishaupt. Hein, aussi, je rappelle que le centre de la finance apatride vient d'Allemagne. Les Rothschild se sont répandus un petit peu partout en Europe, hein, France, Angleterre, Italie, dès le début du 19e siècle. Mais au départ, ce sont les Bauer, hein, Michel Rothschild, qui auraient mandaté d'ailleurs Weishaupt en vue de la révolution dite française de 1789. Je rappelle que 1789 a été auparavant comploté depuis l'Allemagne, Wilhelmsbad et Francfort, hein, par notamment Adam Weishaupt et ses disciples. Donc, cette haute finance apatride, elle vient d'Allemagne, d'Ashkénaz, et le Naibrit aussi, hein, ce sont des Ashkénazes d'origine allemande, qui se sont établis d'abord à New York. En France, le président du Naibrit est actuellement Philippe Meyer. Il a participé il y a quelque temps à une conférence en novembre 2018 qui avait pour thème la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Et là, on voit que ces gens-là sont vraiment obsédés par ça. Ils voient des antisémites partout, hein, c'est dingue. Et d'ailleurs, on peut encore faire une relation. C'est que le Naibrit organise une conférence sur donc le racisme, l'antisémitisme, la haine en fait, sur Internet, novembre 2018. Et un an après, nous avons droit à la loi Avia, qui a été qui vient d'entrer en vigueur, hein, le 1er janvier 2020. Drôle de coïncidence. Hein. Donc ce jour-là, Philippe Meyer s'est exprimé en présence de Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, et aussi de Sacha Gozlan, le président de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Donc CRIF, UEJF, l'ICRA, Naibrit, tout ça, c'est Israël en France. Voilà. Ce sont des lobbies au service d'une nation étrangère et dans le désintérêt de la France. C'est clair et net. En guise de conclusion, quelques faits historiques où le Naibrit est clairement impliqué. Dès le début du XXe siècle, 1905, guerre russo-japonaise avec au niveau du financement d'un côté Warburg, de l'autre Schiff. Révolution bolchevique en 1917 avec le Kublobenko de Jacob Schiff, la déclaration Balfour la même année avec Rothschild, Balfour, Milner, tous Naibrit. Juste un peu plus tard dans la foulée, le traité de Versailles, encore la création de l'ONU, mais aussi du Council on Foreign Relations, le CFR, par Edward Mandell House, lui aussi affilié au Naibrit, et Paul Warburg. Un peu plus tard, en 1929, le krach financier avec à la manœuvre un certain Henry Morgenthau, haute finance apatride. Financement des deux premières guerres mondiales, on retrouve encore des membres du Naibrit. Plus tard, dans les années 60, de 1962 à 1965,
le concile œcuménique de Vatican II, avec la pression du Mnaïbrite de l'extérieur par l'historien juif Jules Isaac, et l'infiltration de l'intérieur par le cardinal Béat, de son vrai nom cardinal Béard, l'ADL aussi qui a fait pression notamment sur Mel Gibson et son film La Passion du Christ, pour qu'il retire certains passages là, qui les dérangeaient. Aussi pression de l'ADL contre Henry Ford et son livre Le Juif international, et d'ailleurs Ford a dû faire marche arrière et rétro-pédaler. En France, on l'a vu, la mise à l'écart du Front National, qui doit servir de croque-mitaine pour faire élire en fait la marionnette du lobby sioniste, et aussi donc cette loi Fabius-Guesso. Donc on voit que le Mnaïbrite est en fait l'incarnation du complot talmudo-maçonnique, l'incarnation de ce lobby tout-puissant talmudo-maçonnique. C'est vraiment le constat que l'on peut faire lorsqu'on étudie le phénomène des sociétés secrètes. Pour aller plus loin sur le sujet, je vous recommande vraiment la lecture du livre d'Emmanuel Ratier, Mystères et secrets du Mnaïbrite, vraiment un livre incontournable sur le sujet. Lecture aussi de mon livre La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, où il y a vraiment tout un chapitre consacré au Mnaïbrite, où j'ai puisé mes infos bien sûr chez Emmanuel Ratier, mais aussi chez Monseigneur Join, et ses divers numéros du péril judo-maçonnique, et aussi des infos sur le site internet officiel du Mnaïbrite international. Parmi les documents importants, marquants, qui doivent retenir notre attention, outre les protocoles ou l'aurore rouge par exemple, il y a selon moi ce document que je vais vous lire aujourd'hui. C'est certainement celui qui illustre le mieux la notion de contre-église, l'esprit de cette contre-église. Donc ce document de la judo-maçonnerie du Mnaïbrite a été publié en 1936 dans la Revue internationale des sociétés secrètes, autrefois dirigée par Monseigneur Ernest Join. Donc, ce dernier, Monseigneur Join, était un clerc dont les écrits remarquables sont restés dans les annales. C'était un prêtre à qui j'ai dédié l'un de mes livres, La franc-maçonnerie, 300 ans d'imposture, donc à lui, ainsi qu'à Monseigneur Henri de la Suve, et Monseigneur Join insistait justement sur cette notion de contre-église. Donc, ce document atteste de ce complot contre l'Église, par la contre-Église, qui est la franc-maçonnerie synagogue de Satan, selon l'expression employée dans l'Apocalypse selon saint Jean, chapitre 2, verset 9. Et l'essentiel de ce document, que j'estime incontournable, figure dans mon livre Le complot contre Dieu, qui est ici, à partir de la page 300. Donc, on va revenir sur certains extraits éloquent qui reflète tout à fait l'état d'esprit talmudique et maçonnique dans les hauts grades, puisque je rappelle que le Mnaïbrite, qui signifie fils de l'alliance en hébreu, est une franc-maçonnerie exclusivement juive et élitiste, supérieure aux 33 degrés du rite écossais, donc d'où le terme judo-maçonnerie que Monseigneur Ernest Join fut le premier à employer. Donc il faut être obligatoirement juif pour y appartenir à cette judo-maçonnerie. Rappelons également que la secte du Mnaïbrite fut à la manœuvre lors du concile Vatican II dans les années 60, avec le cardinal Béat et l'historien Jules Isaac, donc l'un faisant pression de l'extérieur, Isaac, et l'autre agissant de l'intérieur, donc Béat. Donc cela donnera le décret Nostra Aetate. L'influence de cette judo-maçonnerie a été vraiment décisive dans la révolution conciliaire. Rappelons aussi qu'on retrouve ce même Mnaïbrite derrière la loi Fabius-Guesso, qui interdit le révisionnisme historique en France depuis 1990, et que c'est aussi cette judo-maçonnerie qui fut derrière l'ostracisation de Jean-Marie Le Pen en politique française, avec l'ordre donné à la droite républicaine de ne pas s'allier au Front National. Donc voilà, entre autres, certains actes importants de cette judo-maçonnerie du Mnaïbrite.
Voyons à présent le contenu de ce document publié en décembre 1936 dans la RIS de Monseigneur Join, qui retrace fidèlement le plan de subversion de la contre-Église. Tant qu'il subsistera parmi les gentils une conception morale quelconque de l'ordre social et jusqu'à totale destruction de toute foi, du patriotisme et de la dignité, notre règne mondial ne pourra s'établir. Une partie de notre tâche est accomplie, mais il s'en faut que nous ayons renversé notre principal adversaire, l'Église catholique. Donc, la couleur est affichée d'entrée, donc dans l'esprit des protocoles d'ailleurs, on nous parle ouvertement de domination mondiale et l'ennemi est clairement désigné. Il s'agit de l'Église catholique. Alors concernant les protocoles, ce n'est pas étonnant du tout, puisqu'il s'agit d'un rassemblement de documents de congressionnistes réunis à Bâle par le Bnei Brit. Bnei Brit qui est donc l'auteur de ce document, de cette publication. N'oublions jamais que l'Église catholique est la seule institution qui nous est barrée et, tant qu'elle existera, nous barrera la route. Avec sa méthode et sa doctrine édifiante et morale, elle gardera toujours ses enfants dans un état d'esprit trop respectueux d'eux-mêmes pour céder à notre domination et se prosterner devant notre futur roi d'Israël. Confirmation que l'Église est l'ennemi parce qu'elle représente le bastion de la morale et des principes et donc il faut l'abattre en vue de l'hégémonie mondiale et de l'avènement du roi d'Israël. Aussi avons-nous cherché la meilleure manière d'ébranler l'Église catholique jusque dans ses fondations. Nous avons répandu l'esprit de révolte et de faux libéralisme parmi les nations des gentils, alors les gentils sont les non-juifs, pour les dissuader de leur foi et les rendre honteux de professer les préceptes de leur religion et d'obéir aux commandements de leur Église. Nous avons amené beaucoup d'entre eux à se vanter de leur athéisme, à se glorifier de leur descendance simiesque. Nous leur avons donné de nouvelles théories impossibles à réaliser, telles que le communisme, l'anarchisme et le socialisme, qui, maintenant, servent notre but. Les stupides gentils ont accepté avec enthousiasme, sans se rendre compte que ces théories sont nôtres et constituent notre plus puissant instrument contre eux-mêmes. Il est reconnu dans cet extrait que nombre d'idéologies en isme proviennent de la judo-maçonnerie, de la synagogue, et que l'esprit de révolte propre à la révolution a été répandu par eux, donc les judo-maçons, et j'ajouterais même que l'esprit juif talmudique est le moteur de la révolution, il est le moteur de toutes les révolutions importantes depuis 1789. Nous avons noirci l'Église catholique des plus ignominieuses calomnies, sali son histoire et rabaissé jusqu'à ses plus nobles activités. Nous lui avons imputé les torts de ses ennemis que nous avons ainsi rapprochés de nous, si bien que, à notre satisfaction, nous enregistrons maintenant en plusieurs pays des rébellions contre l'Église. Nous avons fait de son clergé des objets de haine et de ridicule, le soumettant au mépris de la foule. Nous avons fait considérer la pratique catholique comme désuète et comme une perte de temps. La stupidité des gentils a dépassé notre attente. Sans intelligence ni sens pratique, tel un troupeau de moutons, qu'ils paissent nos champs pour s'engraisser et mériter d'être immolés à notre futur roi du monde, qui sera, pour eux, l'Antéchrist. Nous avons fondé maintes associations secrètes, toutes au service de notre but, à nos ordres et sous notre direction. C'est devenu un honneur, un grand honneur pour les gentils d'adhérer à nos organisations qui, grâce à notre or, sont plus prospères que jamais. Cela reste pourtant notre secret que ces gentils qui, en se joignant à notre complot, trahissent leurs propres intérêts les plus chers, ne sachent point que ces accusations sont notre création et qu'eux-mêmes servent notre but. Il s'agit là, bien évidemment, des francs-maçons qui sont, dans les hauts grades, objectivement, les alliés du judaïsme international, du judaïsme politique, du projet politique sioniste. Donc, on constate dans cet extrait que la notion de complot est parfaitement assumée et même revendiquée, n'en déplaise aux Rudi Reichstadt, Tristan Mendès-France et autres Julien Plein. Ces gentils qui deviennent membres de nos loges, ce n'est pas le moindre triomphe de notre franc-maçonnerie, on y vient.
ne devront jamais soupçonner qu'ils nous servent à construire leur propre prison, sur les terrasses desquelles nous érigerons le trône de notre universel roi d'Israël. Ils ne sauront jamais que nous leur faisons forger les chaînes de leur propre asservissement à notre futur roi du monde. Donc, les francs-maçons corrompus des hauts grades qui servent ce projet de grand Israël le servent à leur détriment. Ils sont au final au service de leur propre asservissement et de celui de l'humanité. Jusqu'ici, notre stratégie a consisté à attaquer l'Église catholique de l'extérieur, mais nous n'en restons pas là. Nous allons expliquer comment nous envisageons la ruine la plus complète de l'Église catholique, comment nous avons pénétré dans ses cercles les plus intimes et amené certains membres de son clergé à devenir des pionniers de notre cause. Voici comment, à part l'influence de notre philosophie, nous avons travaillé à ouvrir une brèche dans l'Église catholique. Donc il s'agit là des Maranes, j'en ai cité un tout à l'heure, le cardinal Béat, de son vrai nom Béard, mais il y en a eu bien d'autres, beaucoup d'autres, à commencer par Jean-Paul II, Karol Wojtyla, ainsi que le cardinal Lustiger, qui était également un Marane. Nous avons décidé, certains de nos enfants, à adhérer au corps catholique en les persuadant explicitement qu'en créant des scandales dans son sein, il travaillerait bien plus efficacement à la désagrégation de l'Église catholique. C'était suivre le conseil de notre prince des Juifs dont la sagesse a dit « que vos enfants deviennent chanoines pour pouvoir détruire l'Église ». Malheureusement, tous les Juifs convertis ne se montrent pas fidèles à leur mission. Beaucoup nous ont trahis, mais d'autres ont tenu parole. Le conseil des anciens a donc eu de bons résultats. Il est reconnu dans ce passage que des Maranes créent volontairement des scandales pour salir l'Église catholique. De plus, nous devons distinguer, bien sûr, les convertis sincères des faux convertis. La vérité, c'est que durant l'histoire, le nombre de Maranes fut bien supérieur au nombre de convertis sincères à la religion catholique. Et d'ailleurs, je vous renvoie à ces deux livres qui traitent du sujet, l'un d'István Bakonyi et l'autre de Cecil Rhodes. Nous sommes les pères de toutes les révolutions, de celles mêmes qui parfois se retournent contre nous. Nous sommes les maîtres suprêmes de la paix et de la guerre. Nous pouvons nous vanter d'être les créateurs de la réforme. Calvin était de nos enfants, il était de descendance juive et fut chargé par l'autorité juive et avec le concours de la finance juive de dessiner notre plan dans la réforme. Donc, réforme de Luther, Calvin, Érasme au début du XVIe siècle, qui a été soutenue par le judaïsme international. Donc Calvin était de leur, ils le reconnaissent, mais pas Luther. Luther qui était anti-juif, mais qui a quand même servi objectivement les plans de la synagogue, les plans de la contre-église. Martin Luther céda à l'influence d'amis juifs, et là encore, autorité et finances juives aidant, sa conspiration contre l'Église catholique réussit pleinement. Grâce à notre propagande, à nos théories de libéralisme et à nos représentations falsifiées de la liberté, les esprits d'un grand nombre de gentils se trouvèrent prêts à accueillir la réforme. En se séparant de l'Église, ils tombèrent dans notre piège. L'Église catholique se trouva très sensiblement affaiblie et son autorité sur le roi des gentils a été ainsi presque réduite à néant. Et ce constat est exact, cela nous renvoie d'ailleurs à la conférence que j'avais donnée à Vézelay puis en Savoie et qui est intitulée « De la réforme au nouvel ordre mondial ». Nous savons gré aux protestants de leur loyalisme à nos vœux, bien que dans la sincérité de leur foi, la plupart n'en soient pas conscients. Nous leur savons gré du merveilleux concours qu'ils nous apportent dans notre lutte contre le bastion de la civilisation chrétienne et dans la préparation de notre suprématie sur le monde et sur les royaumes des gentils. Jusqu'ici, nous avons réussi à renverser la plupart des trônes d'Europe. Le reste suivra dans un proche avenir. Déjà, la Russie s'est inclinée sous notre loi. La France, avec son gouvernement maçonnique, est à notre discrétion. L'Angleterre, dépendante de notre finance, est sous notre talon, et son protestantisme est notre espoir
en la destruction de l'Église catholique. L'Espagne et le Mexique sont de simples jouets entre nos mains. Bien d'autres pays, y compris les États-Unis, ont déjà capitulé. D'où la notion d'oligarchie anglo-américaine. Mais l'Église catholique vit encore. Il nous faut la détruire sans perte de temps ni pitié. Nous contrôlons la grande majorité de la presse mondiale. Encourageons donc plus violemment encore la haine du monde contre l'Église catholique. Intensifions notre action en empoisonnant la moralité des gentils. Répandons l'esprit de révolte dans les cerveaux. Il faut amener les gens à mépriser patriotisme et amour du foyer, à considérer leur foi comme une farce, leur obéissance à l'Église comme une servilité dégradante, si bien qu'ils ferment l'oreille à l'appel de l'Église et les yeux à ses mises en garde. Surtout, veillons à rendre impossible que, hors de l'Église catholique, des chrétiens soient réunis à cette Église et que des non-chrétiens y adhèrent. Autrement, c'est l'obstacle renforcé à notre domination et tout notre travail défait. Notre complot sera dévoilé, Albert Pike disait la même chose, les gentils, dans un esprit de revanche, se retourneront contre nous et notre empire sur eux ne se réalisera jamais. Rappelons-nous que tant qu'il restera des ennemis actifs de l'Église catholique, nous pouvons aspirer à la maîtrise du monde. Rappelons-nous toujours que l'avènement du futur roi des Juifs dépend de la chute du pape de Rome et de celle des autres monarques gentils régnant sur la terre. Alors, il y a beaucoup à dire. Déjà, vous remarquerez que la propagande médiatique que nous subissons en France depuis des décennies va tout à fait dans ce sens, de ce que je viens de dire. Donc, anti-religiosité, calomnie incessante contre l'Église, en gros prêtre égale pédophile, donc anti-patriotisme, anti-prosélytisme religieux, révolte contre l'ordre moral, contre l'autorité familiale, parentale, etc. Ensuite, la finalité de ce projet, c'est l'avènement du roi d'Israël, c'est-à-dire le règne de l'Antéchrist, selon le messianisme juif talmudique. Et de très très gros moyens sont employés par cette oligarchie talmudo-maçonnique et mondialiste pour parvenir à cette fin. Pour cela, selon leur plan, il faut en amont la chute de la papauté et de toutes les royautés. D'où ce complot contre le trône et l'autel, démontré dans un livre comme la Conjuration antichrétienne ou dans le complot contre Dieu, par exemple. Donc, chute de la papauté et des royautés, qui est la condition sine qua non pour la venue de leur Messie. Et nous, à notre niveau, il faut prendre le contre-pied de ce projet, donc défendre Dieu, la famille, la patrie, mériter le ciel par la prière, la pénitence, la bonne action charitable, les vertus de foi, d'espérance et de charité, et mériter la venue de notre Messie, Jésus-Christ, qui, lui seul, pourra venir à bout de ce processus diabolique, de ce projet de destruction à grande échelle qu'on appelle Nouvel Ordre Mondial. Voilà, ce sera ma conclusion. Que Dieu vous garde et à très bientôt.